Ambassadeurs en herbe, vous savez, c'est un dispositif qui remonte maintenant à 2012. Oui. Donc, nous fêterons bientôt les 10 ans l'an prochain. C'est un dispositif qui ne cesse de connaître un succès grandissant malgré les 18 mois que nous venons de vivre et que nous continuons à vivre d'ailleurs avec la pandémie, qui nous a empêchés nous a obligés à prendre des dispositions fâcheuses en termes de distanciation, d'éloignement, et ce qui nous empêche de nous rencontrer. Donc, on espère vivement revenir avec, comment dire, des dispositifs en présentiel le plus possible, mais ça dépend d'éléments un petit peu exogènes, et on est très, comment dire, volontaire pour que tout ça, ça évolue positivement, du moins à la UFE déjà. Donc, commencer par vous dire que c'est un succès grandissant, continuer en vous félicitant, parce que les élèves qui participent, les élèves qui, comment dire, gravissent les marches en fait du succès, moi j'en ai souvent rencontré, que ce soit sur le terrain ou à Paris, et on a toujours eu affaire à des élèves absolument extraordinaires. Voilà. Les élèves, je continue à les rencontrer maintenant en ce moment, puisque je vais beaucoup en établissement, en zone, dans les séminaires, et je visite des établissements et je rencontre vos collègues du conseil de vie lycéenne, conseil de vie collégienne. Et chaque fois, je dis bien, je rencontre des élèves très positifs, très constructifs, à l'écoute, très optimistes sur l'avenir malgré les menaces, malgré les dangers. J'ai l'impression de créer une chanson en disant ça. Donc voilà, et chaque fois, on a des élèves absolument constructifs. Voilà, donc le thème, je laisserai Madame la Présidente, Madame l'inspectrice d'académie, vous aller plus loin, hein, parce que c'est sa responsabilité. Je la remercie. Merci Madame l'inspectrice, parce que c'est très important que vous présidiez ce dispositif ô combien prestigieux. Moi, simplement, ce que j'aime dans les relations avec les élèves, c'est que je ne rencontre jamais de grincheux ou de grincheuses. Jamais vu un élève grincheux ou une élève grincheuse. Voilà. Et ça, c'est une marque de fabrique, c'est très, très enthousiasmant. Continuez d'être comme ça, surtout quand vous sentirez à un moment donné, ou par la fréquentation de certains ou de certaines, vous voyez, souvent des adultes un peu avancés, éloignez-vous. N'écoutez pas les grincheuses et les grincheux, parce qu'ils n'auront de cesse que de vous parler des obstacles, des inconvénients, des barrières, des murs, alors qu'en fait, la vie, c'est pas ça. Donc voilà, moi, je voulais vraiment vous dire ça en introduction. C'est vraiment un ressenti, et c'est ce qui nous anime, c'est vraiment la marque de fabrique d'Ambassadeurs en herbe. Chaque fois qu'on a écouté des prestations, des débats, ça a été toujours dans la bonne humeur, toujours dans la joie, et en plus d'un très haut niveau. Et c'est pour ça que je remercie votre représentant de l'édition l'an dernier, qui est là, du Brésil. De quel établissement vous étiez? Du lycée français de Brasilia. Bravo, lycée français de Brasilia, il est là avec nous à Paris. Donc moi, je voulais le féliciter. On lui passera la parole après, parce que je ne veux pas être trop long. Moi, j'interviendrai un petit peu tout au long de l'émission. Mais surtout, prenez la parole, exprimez-vous, continuez d'être volontaire, optimiste, croyez dans vos rêves et n'écoutez pas surtout les grincheuses et les grincheux. Voilà. Madame la Présidente, à vous la parole. Bien, donc merci Monsieur le Directeur. Alors c'est vrai que cette année, j'ai eu le grand honneur de présider ce jury de la 9e édition d'ambassadeurs, ambassadrices en herbe. Donc la tâche a été rude et mes premiers mots iront justement en direction de jury de 10 membres particulièrement impliqués. On le verra tout à l'heure à travers le palmarès. Jury composé bien sûr de personnel de l'AEFE. On a parlé tout à l'heure des inspecteurs, des chefs de secteur, chargés de projet et autres, mais aussi, soulignons-le, de partenaires extérieurs très engagés à nos côtés donc, dans ce dispositif phare
comme le rappelait monsieur le directeur, d'ambassadeurs, ambassadrices en herbe, puisque nous avions donc parmi nous des membres du ministère de l'Éducation nationale, des GESCO ou académies métropolitaines. Nous avions aussi une représentante du ministère de la Culture et nous avions une personne de TV5 Monde. Et je vous renouvelle encore à tous et à toutes votre engagement dans cette belle aventure, car nous avons visionné au niveau du jury Monde un nombre conséquent de vidéos et nous y avons mis, je pense, tout le cœur et toute l'énergie nécessaire pour que ce palmarès 2021 rende donc justice aux lauréats que nous allons féliciter au cours de cette émission, mais aussi également, comme le choix a été très difficile et qu'il a donné lieu aussi parmi nous à des débats argumentés, nous avons dû faire preuve aussi de nos qualités oratoires. Eh bien, nous avons aussi adjoint donc à ce palmarès des lauréats un palmarès coup de cœur, et c'est pour ça que je vois dans les vignettes des lauréats d'autres établissements que ceux qui se verront donc primés. Ces lauréats coup de cœur, parce que des fois ça s'est joué à très très peu, et il n'était pas inutile de décerner donc des récompenses autres que les 4 prix par catégorie à tous ces élèves qui avaient vraiment pris le sujet à cœur et réalisé des prestations de très, très belle qualité. Donc, encore félicitations aux lauréats, bien entendu. Un grand merci aussi à tous les adultes qui les ont accompagnés. Monsieur le directeur, tout à l'heure, a salué toutes les personnes des communautés éducatives. C'est vraiment important que ce projet phare de l'AEFE, ambassadeur, ambassadrice en herbe, perdure malgré des conditions difficiles dans lesquelles il s'est déployé sur cette dernière session, d'autant plus que l'année prochaine, nous sommes symboliquement à la 10e édition et il faudra effectivement que dans les établissements, il y ait toujours cette belle énergie pour ce dispositif qui justement montre combien les élèves de l'EFE sont des orateurs parce qu'ils sont engagés justement dans cette parole qui valorise leurs compétences, mais et surtout leur esprit de citoyenneté, leur engagement dans notre société, puisque je vous rappelle que le thème de cette année, citoyennes et citoyennes égaux et solidaires, les a amenés dans des postures de débat, pour certains, on va le voir, très engagés, les a amenés à réfléchir à tous les thèmes qui traversent notre société, qui les intéressent au plus haut chef. Et n'oublions pas d'ailleurs que leur parole est l'avenir de notre monde et que c'est pour ça qu'il faut vraiment que ce dispositif prestigieux tel que vous l'avez qualifié, puisse trouver l'année prochaine une belle édition sereine pour qu'on trouve des candidats aussi passionnés que ce qu'on a vu sur des thématiques d'ailleurs très variées, des thématiques justement dont on voyait qu'elles leur tenaient à cœur. Et ça, c'est important aussi. On cherche dans ambassadeurs, ambassadrices en herbe quelque chose qui ne soit pas nécessairement un exercice plaqué, mais bien qu'il y ait un engagement de la personne. Et vous verrez que les lauréats, tout à l'heure, dans leurs vidéos, ont parfaitement compris et intégré les attendus des exercices. Exercices académiques comme le débat de point de vue, l'exposé de point de vue ou le débat, mais aussi, place a été faite cette année, et ça sera renouvelé l'an prochain, à des exercices d'expression peut-être plus libres. On a eu des exercices de mise en voix de texte, des exercices d'improvisation, et là aussi, on est ambassadeur et ambassadrice quand on prend la parole autrement qu'avec un esprit contradictoire. Donc, je vais essayer de ne pas être trop longue moi non plus, parce que vraiment maintenant, ce qui compte, c'est de les entendre et de les féliciter. Donc, je laisse tout de suite la parole à nos 4 lauréats, aux 4 catégories de lauréats. Et nous allons commencer donc par la catégorie du collectif. Et c'est un joli duo d'élèves cette année qui a remporté la première place. Et je leur laisse tout de suite la parole, puisqu'ils vont à la fois se présenter et nous allons avoir le plaisir donc de regarder leur vidéo. الدروس بثانوية خنيو بطنجة. المؤسسة التي كان ما بين جوتوريها القضيب بريغونكور تار بن جلون.
والتي احتتنا العديد من السياسي نرمى المقرن وطنيا والدوليا ومثل هذه المسلسلة تقع في هذا الحلب لدى حيج هيتم قنتني هيدا التجارب نعتبر بحرية واستياب قوتي فكرة والكريمة. Je m'appelle Hude Rambur et je suis scolarisée au lycée Regnault de Tanger, qui a accueilli le grand écrivain prix Goncourt Tal Benjeloun et d'autres hommes politiques marocains. Ce que j'ai aimé d'Ambassadeur en herbe, c'est surtout de mesurer la puissance des mots. Je trouve que c'est une invitation à penser, à réfléchir et à débattre avec ceux qui nous écoutent. Je me suis préparée avec Souleymane en échangeant, en partageant nos points de vue, nos idées, ce qui nous a aidé à construire notre discours. On a aussi été extrêmement épaulés et aidés par nos professeurs. Après, AEH, pour moi, je pense que c'est un appel à l'action et à la réflexion. Et je trouve ça très important, et au partage et à la rencontre avec les autres. Merci. اسمي سليمان بروايل عمري 13 سنة أدرس في السنة الرابعة بثانوية سرينيو بطنجة أنتمي إلى أول مؤسسة تربوية فرنسية بالمغرب ثانوية تجاوز 100 سنة. Je me présente, je m'appelle Souleymane Bourroyel, j'ai 13 ans, je suis en classe de 4e. Je suis scolarisée dans le lycée Eugène Regnault, un lycée centenaire, un lycée historique au Maroc, le tout premier lycée français au Maroc, qui aujourd'hui se trouve dans une grande ville, Tanger, mais qui avant était perdu, entouré de dunes. Alors, comment nous nous sommes préparés ? Louis et moi, on a fait plusieurs recherches pour nous préparer. On a fait des recherches scientifiques sur le pourcentage de parité pour les femmes et pour les hommes dans les écoles de commerce, des recherches sur le taux de réussite des filles et celui des garçons. On a fait plusieurs recherches scientifiques sur le fonctionnement social, etc., etc. La préparation aussi, c'était l'encadrement des professeurs qui nous a aussi énormément aidés. On s'entraînait, leurs conseils, ils ont été tellement bénéfiques pour nous. Et c'est grâce à eux aujourd'hui qu'on arrive et qu'on s'est retrouvés là, devant vous. Moi, à AEH, ambassadeur en herbe, j'ai beaucoup aimé l'ambiance conviviale qu'il y avait. On discutait avec les autres, on partageait nos points de vue, nos idées. On avait aussi un lien assez privilégié avec les professeurs parce qu'on les voyait dans un cadre non scolaire. Cette expérience, elle était vraiment... Ce concours d'éloquence, il m'a vraiment permis de m'entraîner aussi, parce que je pensais à ça, à l'oral de brevet, à l'oral de bac, aussi un plus pour mon CV. Mais l'élément qui m'a le plus plu, c'était porter les valeurs de ce thème cette année. Citoyens, citoyennes, égaux et solidaires, c'est ça qui m'a le plus plu. Et voilà, merci. On vous invite à regarder notre vidéo. سيداتي سادتي أعضاء لجنة التحكيم، اسمي سليمان بوروايل، عمري 12 عاما، أدرس في السنة الخامسة بثانوية رينيو بطنجة. يسرني أن أقف اليوم بين أيديكم لأعرض أمامكم موقفي تجاه موضوعي المواطنون المواطنات متساوون ومتحدون. إن المساواة والاتحاد بين الجنسين أمر ضروري لكي نحقق السلام في المجتمعات ونساهم في تطورها وازدهارها، لأن الغاية من وجود الدول والمجتمعات هي تحقيق العدالة الاجتماعية. شكرا لكم. أعضاء لجنة التحكيم، أساتذة الثانوية الكرام، أيها الحضور الكريم، أقدم نفسي. اسمي لود رامبور، عمري 11 سنة. أنا تلميذة في الخامسة بثانوية غين. في تجربتي هذه سأتكلم عن المواطنة وتأثيرها الفرد بغية تحقيق أسماء القيم النبيلة: التضامن، الالتزام، الكرامة، تلكم المصطلحات التي باتت عالقة في ذهني. وأضيف أيضا المواطنة هي الانتقال من حياتي الإنسان من منظور وطني إلى مفهوم وطني واسع. شكرا على حسن إزرائكم. Je suis jeune,
mais mon projet de vie est tout tracé. 17 ans, bac en poche. Je quitterai ma famille et ma ville d'adoption, Tanger, pour intégrer une classe préparatoire aux grandes écoles de commerce. J'aime convaincre et persuader. Je suis brillant et j'intégrerai HEC. 22 ans. Après 5 années passées avec des expériences à travers le monde, je passerai un entretien et serai recrutée au sein d'une grande multinationale. Et bien sûr, je gravirai rapidement les échelons. 30 ans. Je serai heureux, tellement heureux. Ma femme sera charmante et m'aura donné de beaux enfants. Elle s'occupera d'eux à merveille. Et le soir, quand je rentrerai, je les retrouverai avec un si grand bonheur. 50 ans. Ma candidature au poste de directeur général est proposée. Je suis au sommet de la grille salariale, au sommet de ma gloire personnelle et professionnelle. Cette proposition sera juste, car elle récompensera les efforts de toute une vie. Enfin, 55 ans. J'ai décidé de me lancer en politique. Maire de ma ville, puis député. Pourquoi pas président? En voilà une belle réussite, non? Que demander de plus? Je suis jeune, mais mon projet de vie est tout tracé. À 17 ans, baccalauréat en poche, je quitterai ma famille et ma ville d'adoption, Tanger, pour intégrer une classe préparatoire aux écoles de commerce. J'aime convaincre, j'aime persuader, j'aime le contact humain, j'aime l'idée de revenir à ces tout premiers métiers de l'humanité. Je suis confiante et, dans leur ensemble, les écoles de commerce affichent une belle parité, avec 40,9% de femmes pour 50,8% d'hommes, selon les données de la conférence des grandes écoles. Je suis confiante. J'ai toujours été excellente élève. Je travaillerai d'arrache-pied et intégrerai non pas HEC, une des plus grandes écoles de commerce françaises, mais non, j'intégrerai une autre école, prestigieuse. Peu surprenant, m'explique-t-on, car en 2015, par exemple, le taux de réussite des filles était de 7%, quand celui des garçons atteignait 12%. C'est, disent certains chercheurs français, parce qu'elles réagissent différemment à la pression de la compétition. Ils ont observé sur plusieurs années que les candidates à HEC avaient obtenu en moyenne de meilleurs résultats au bac que leurs homologues masculins. Passons, j'ai 22 ans. Je passerai un entretien et serai recrutée dans une grande multinationale. Bien sûr, au vu d'un CV impressionnant, j'aurais ardemment désiré un poste de commercial, mais il me sera répondu que le métier de commercial est un métier qui n'est pas fait pour les femmes qui ont besoin de sécurité. Que le métier de manager est un métier de femme, car elles sont plus douces. Aberrant. Je gravirai pourtant rapidement les échelons jusqu'au jour où, enceinte de mon premier enfant, mon supérieur tordra du nez. De retour à mon travail, la tâche sera rude, la charge mentale maximale. Travail-famille, famille-travail. Deuxième puis troisième grossesse. Quelle joie, quelle allégresse! Mais je serai forcée de prendre un congé parental. Mon compagnon, lui, sera trop pris par sa carrière professionnelle et gagnera 20,3% de plus que moi. Surprenant, mais il en sera ainsi. Le choix sera donc vite fait. 6 années auront passé. Je retrouverai mon poste. Bien sûr, plus question de postuler pour ce poste de directeur général. Pas question de négocier une augmentation salariale. On avancera les congés parentaux et quelques absences pour enfants malades en manque de disponibilité. On soulignera mon engagement, qui ne sera pas absolu. Je serai bien loin du sommet de la grille salariale. Ma retraite en sera le reflet. Peu surprenant encore, car selon la direction de la recherche, les femmes percevraient un montant de retraite inférieur en 2017 de 29% à celui des hommes. J'aurais également bien réalisé une carrière politique, mais je manquerai de temps et d'énergie également. À défaut de la reconnaissance de mes pairs et de mes concitoyens, j'aurai celle de ma famille, qui louera mon engagement et mon dévouement aussi. Que demander de plus? Voici 2 parcours de vie, un chouïa caricaturaux comme on lui dit ici. Et c'est vrai, car les parcours de vie sont multiples, et heureusement. Mais nous avons voulu grossir le trait, afin de montrer et dénoncer les inégalités entre les citoyens et les citoyennes. Écoutez-moi, il faut commencer au commencement. Changer les mentalités, sensibiliser et faire prendre conscience de ces situations inégalitaires, de la maternelle jusqu'au marché du travail, afin de pouvoir gommer toutes ces inégalités. Or,
Avouez malheureusement avec nous que nous n'en sommes malheureusement pas encore là. Mais nous y pourvoyons, nous nous y efforçons tout d'abord en étant là devant vous, pour vous montrer notre détermination et notre espoir aussi. Espoir en nous, les citoyens de demain. Et en vous aussi, les adultes. Il n'est jamais trop tard. Ma tendre épouse aura-t-elle seulement ses beaux enfants? Pour quelle raison? Et qui a décrété qu'il était du rôle des femmes de se sacrifier professionnellement pour devenir parents? Dites-le-moi, qui? L'espoir en nous, les générations futures, qui sommes conscients de l'urgence et ô combien volontaristes. Nous sommes les citoyens et les citoyennes de demain, égaux et solidaires. Il me revient de remettre le diplôme à Lou de Rambure d'abord. Donc, je la mets devant la... Je ne sais pas si vous le voyez bien. Si, comme ça. Merci beaucoup. Elle l'a, tu l'as reçu, Lou, en fait. Oui. Bravo, félicitations. C'est un très beau diplôme, très coloré, très gai. Encore félicitations. Hein. Donc, on a vraiment entendu tout ce que vous avez dit. C'est très pertinent. Bravo, félicitations, Madame la Présidente. Très bien. Et puis aussi, naturellement, à Souleymane Bourayel, qui a bien sûr mérité aussi son diplôme. Bravo. Bravo, Souleymane, à toi aussi. Donc, tu l'as aussi entre tes mains. Merci. Et bravo Merci à vous. beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Bon, on va passer à la lauréate du cycle 3. مرحبا يا جماعة، اسمي أملين Voilà. وأنا عمري 11 سنة. أنا في الصف السابع في المدرسة الفرنسية جون مرموز في دبي. I participated in the AEH firstly to test myself and secondly to become more aware of the situation our world is in and how I can contribute to change it. Bonjour à tous, je m'appelle Ombline Ménard, j'ai 11 ans et je suis en 5e au lycée français Jean Mermoz de Dubaï. J'ai participé aux ambassadeurs en herbe, d'abord pour me mettre au défi et ensuite pour me rendre compte de la situation dans laquelle notre monde est en ce moment et comment je peux contribuer à le changer. Je n'y serais sans doute pas parvenue sans l'aide de mes professeurs, notamment de ma professeure d'histoire-géographie. Mais en tout cas, c'était une expérience que j'ai beaucoup aimée et dont j'ai beaucoup appris. Je vous invite à regarder ma vidéo. مرحبا وأعرفكم بنفسي اسمي أمبلين أنا عمري 11 أنا في الصف السادس في المدرسة الفرنسية جون مرموز في دبي. Avez-vous déjà pensé à l'ironie de la crise sanitaire que nous traversons actuellement? Nous sommes dans un monde où les inégalités s'aggravent tous les jours. Et pourtant, que nous soyons citoyens ou sans-papiers, hommes ou femmes, milliardaires ou SDF, personne n'est à l'abri à travers le monde. Le coronavirus ne fait aucune distinction entre nous. Les plus cyniques d'entre nous diront « Tiens, enfin un peu d'égalité en ce bas monde !» Cela est vrai, mais réfléchissez. Sommes-nous pour autant égaux face à cette pandémie? Finalement, le coronavirus n'a-t-il pas accentué les inégalités de notre société? Je m'appelle Ombline Ménard, je suis en 6e et je veux vous ouvrir les yeux sur les inégalités qui fragilisent notre société. Sur ceux qui vivent dehors et qui n'ont même pas de quoi se protéger de la maladie, mais aussi sur les inégalités entre les femmes et les hommes. Je veux vous faire réaliser que cette pandémie a réveillé notre sens de la solidarité et que, s'il le veut, chacun a le pouvoir de changer notre monde. Première inégalité, l'école. Un récent rapport qui a été fait l'année dernière par l'UNESCO, l'UNICEF et la Banque mondiale a démontré que les écoliers des pays à faible revenu avaient déjà perdu près de 4 mois d'enseignement en moyenne, contre seulement 6 semaines dans les pays riches, occidentaux et développés. Les écoles des pays pauvres n'ont pas de quoi faire face à un confinement dernière minute et sont obligées de fermer en attendant que la situation s'améliore. Sauf que justement, l'on ne sait pas si la situation va s'améliorer. Le coronavirus va-t-il disparaître? Personne ne le sait. Et en attendant, des centaines, voire des milliers d'écoles entières se voient privées de leur enseignement pour la simple raison qu'elles n'ont pas les moyens de faire autrement. Trouvez-vous cela juste? Je peux aussi vous parler d'une autre inégalité, celle entre les femmes et les hommes.
Car si la situation s'est améliorée avec le combat que certains d'entre nous ont mené, ce serait quand même trop facile de dire qu'aujourd'hui, les deux genres sont parfaitement égaux. Prenons un exemple simple, le sport. On remarque tout de suite que les femmes athlètes ont un salaire beaucoup moins élevé que les grosses stars masculines. Et l'on a beau proclamer l'égalité entre les disciplines 10 fois, 100 fois, cela ne change rien qu'au fait qu'à la télévision, par exemple, on voit surtout les femmes faire de la natation synchronisée, du patinage artistique ou bien de la gymnastique. Et soyons honnêtes, l'un d'entre vous a-t-il déjà pris la peine de regarder la Coupe du Monde de foot féminine jusqu'au bout? A-t-il déjà pris la peine de réaliser que ces femmes, que ces footballeuses pourtant toutes douées d'un talent inimaginable gagnent parfois moins de la moitié de ce que gagnent les footballeurs? Et c'est ce genre d'habitude qui cristallise les préjugés, les clichés, les stéréotypes et qui rend les inégalités entre les genres encore plus difficiles à combattre. Vous êtes bien d'accord avec moi? Il est temps de dire stop. Et n'allez pas croire que les inégalités dont je vous ai parlé sont les seules. J'aurais pu vous parler des gens qui vivent maintenant dans la rue, qui se sont fait renvoyer pendant le confinement parce qu'on n'avait plus moyen de les payer. De ces associations qui luttent pour aider ces gens, mais qui n'y arrivent pas toujours à cause du protocole sanitaire à faire respecter contre les milliers de personnes à aider. Le monde n'a jamais été juste, mais là, c'est trop. Le thème du concours d'ambassadeurs en herbe, citoyens et citoyennes, égaux et solidaires, aurait peu de mérite s'il ne changeait pas un peu le monde. Les inégalités dont je vous ai parlé, tous ces gens dans la rue, dans la misère, qui n'ont pas de toit, qui se font refouler à cause de ce qu'ils sont, tout cela, ce n'est pas aux autres de s'en occuper. C'est à nous. Nous sommes citoyens du monde. Nous sommes humains. Nous devons être solidaires. Par exemple, en France, les Restos du Cœur continuent leur tournée en camion, apportant eux-mêmes des repas chauds aux pauvres lorsqu'ils ont dû fermer. Des personnes connues lancent leur appel à l'espoir à travers des vidéos ou des chansons solidaires ou des vidéos. Le monde entier semble se redécouvrir ses sentiments d'entraide. Bien sûr, ce n'est pas assez. Si c'était assez, mon discours serait totalement différent. Sommes-nous tous égaux face au coronavirus? Certainement pas. Et ne vous faites pas d'illusions, un monde parfait est quasiment impossible à atteindre. Mais avec un peu d'espoir, un peu d'entraide, un peu de bienveillance et surtout un peu de solidarité, nous pouvons tout. Nous pouvons déplacer des montagnes pour répondre à l'appel d'un autre. Nous pouvons faire de ce monde un monde où ça vaut la peine d'être égaux, où ça vaut la peine d'être solidaire, où ça vaut la peine d'être ensemble. Je vous remercie. Donc, j'ai le grand honneur, Ambline, de te remettre, je me permets de te tutoyer, vu ton âge. Donc, Ambline, je te remets l'attestation d'excellence oratoire que tu as dû recevoir aussi, sous le contrôle de Madame la Présidente. Toutes nos félicitations pour ta prestation, ta plaidoirie. Donc, bravo, continue sur ta lancée. À très bientôt. Merci. Merci à vous. Merci, Ambline. Alors, on va passer au lauréat du cycle 4. سيداتي سادتي أهلا وسهلا بكم سعيد جدا أن أكون معكم هنا في هذه المناسبة اسمي وسيم فرحات عمري 12 سنة أدرس بثانوية ألكسندر دوما بالجزائر في قسم السنة الثالثة المتوسط اليوم أمثل مدرستي بكل شرف Mesdames, Messieurs, Monsieur le Directeur, Madame la Présidente, mes chers camarades, très honoré tout d'abord d'être ici parmi vous. Je m'appelle Wassim Ferhaj, j'ai 13 ans, j'étudie au lycée international Alexandre Dumas à Alger. Je me réjouis tout d'abord de pouvoir représenter mon établissement dans ce projet Ambassadeur en herbe qui m'a donné les possibilités de m'exprimer et d'argumenter sur des sujets essentiels et de mesurer ma capacité à convaincre et mesurer, pouvoir acquérir un esprit critique au fur et à mesure des séances intéressantes les unes que les autres, nous entraînant à travers des exercices oratoires. Ambassadeur en herbe est aussi important à mes yeux, car il met en avant des principes fondamentaux aujourd'hui dans notre société. La liberté d'expression, l'égalité en tout genre, la démocratie, l'humanisme, la défense
de notre planète pour nous, enfants, adultes et vieillards de demain. Pour finir, il est regrettable de ne pas pouvoir se retrouver tous ensemble, élèves de cultures et de pays différents. Mais il faut s'y résigner, car malgré tout, Ambassadeurs en herbe existe encore, malgré le contexte sanitaire et particulier. Je vous invite donc à voir ma vidéo. أهلا وسهلا بالحضور، سعيد أنا بوجودي هنا. اسمي وسيم فرحات، عمري 12 سنة، أدرس بثانوية ألكسندر دوما بالجزائر في قسم السنة الثانية متوسط. Bonjour à tous, très heureux d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Wassim Farhat, j'ai 12 ans, j'étudie au lycée international Alexandre Dumas à Alger en classe de 5e 5. Aujourd'hui, je m'investis et je m'engage dans ce concours ambassadeur en herbe qui est aussi intéressant qu'exceptionnel, dans lequel je pourrais sans doute améliorer mes compétences oratoires ainsi que me débarrasser du trac qui m'envahit parfois devant un grand public. D'autant plus que le thème de cette édition, qui est la citoyenneté, est très important à mes yeux et s'avère être également le pilier de la démocratie et de l'égalité. Je vais donc vous lire et interpréter un texte de Muriel Zack, qui a été journaliste politique et ensuite écrivaine. Ce texte s'intitule « Non à l'intolérance ». Elle n'est pas comme nous, il n'est pas comme nous. Pas la même couleur de peau, pas la même religion, pas la même origine. Mais aussi, pas les mêmes goûts, pas les mêmes manières de parler, de se comporter, de vivre. Les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux, chantait Brassens. Alors on se moque, on montre du doigt, parfois jusqu'au harcèlement. Alors on rejette, on interdit, parfois jusqu'à l'enfermement. Alors on se replie, on reste entre soi, parfois jusqu'à la ségrégation. Et pourquoi donc on m'obligerait à vivre avec des gens que je n'aime pas? Des gens qui ne mangent pas comme moi, qui ne rêvent pas comme moi, qui ne pensent pas comme moi. On est si bien, n'est-ce pas, entre soi? Et d'ailleurs, si on les mettait dehors, si on les expulsait, tous ces pas comme nous? Parce que le ver de l'intolérance grandit, grossit et pourrit chaque jour un peu plus le fruit de la démocratie. Nous savons qu'il y a urgence, parce que c'est dans la rencontre féconde de l'autre que nous puisons l'énergie et la joie d'un monde de progrès à partager. Il nous faut plus que jamais trouver les mots pour dire non, non à toutes les formes d'intolérance. Disons oui, oui au vivre ensemble, au respect de la différence, à la fraternité, sans règles dictées d'ailleurs, sans regard suspicieux, sans mépris du voisin. On relève le défi? Merci. Bravo Wassim, pour cette vraiment là on peut parler presque d'une plaidoirie parce que franchement bravo pour tes talents oratoires et tout ce que tu as. J'ai bien retenu l'expression des PCN, hein, donc je laisserai donc les pas comme nous. Peut-être que tu as inventé un nouvel acronyme finalement qui est assez percutant. Donc félicitations, c'est l'occasion aussi d'en profiter pour remercier vos enseignants et vos chefs d'établissement que je connais, que ce soit au lycée Mermoz, que ce soit à Tanger évidemment, que ce soit au LIAD à Alger. Donc moi je voudrais les saluer, je voudrais les remercier, je voudrais aussi saluer vos enseignants, bravo. C'est grâce à eux, enfin aussi à votre culture, à vous certainement, à votre environnement et votre curiosité que vous arrivez à nous émouvoir comme vous le faites et à nous, parfois, pas nous déstabiliser, mais nous rappeler à l'essentiel. Donc, je te remets l'attestation d'excellence oratoire. C'est peut-être un premier diplôme pour toi. Encadre-le parce qu'il est très beau. Il a de très belles couleurs et lorsque tu seras un peu plus âgé, je pense que tu n'auras de cesse de penser que ça t'a guidé dans ta démarche qui te fera certainement aboutir à des très belles réalisations dans ta vie comme tes collègues qui t'ont précédé. Vous êtes absolument remarquables. C'est pour ça tout à l'heure, je vous disais, surtout ne tombez pas dans l'influence des grincheux. Continuez. Voilà ton diplôme. Merci.
allons donner la parole à notre lauréat. Je m'appelle Émile de Lemos, et j'étais scolarisé l'année dernière au lycée français François Mitterrand de Brasilia. Je voulais participer aux ambassadeurs en herbe, premièrement parce que je sais que c'est une chance formidable d'améliorer mes capacités oratoires, mais aussi, et sûrement de façon plus importante, parce que j'avais déjà participé au concours quand j'étais en 4e, et je savais à quel point c'est une expérience humaine qui est inoubliable, dans la mesure où on est amené à rencontrer et à échanger avec des gens qui sont souvent des PCN, des gens qui ne nous ressemblent pas du tout, mais avec qui on a des débats très intéressants sur des idées poussées, des thèmes qui sont bien choisis, intéressants. Et moi, j'ai fait des rencontres super, et ça s'est confirmé encore aujourd'hui avec les discours qu'on vient d'entendre. Malheureusement, j'arrive à la fin et je ne pourrai plus reparticiper, mais si on me le reproposait, j'irais sans hésitation. Agora vou me apresentar em português. Vou ser pouquinho mais breve, porque minhas capacidades linguísticas não são tão desenvolvidas. Mas eu me chamo Emile de Lemos e eu estava escolarizado ano passado no Liceu Francês François Mitterrand, em Brasília. E eu queria participar nesse concurso, primeiro porque eu sei que é uma oportunidade de desenvolver minhas capacidades a oral, e também, de maneira mais importante, porque eu sei que é uma experiência bastante incrível, porque dá a oportunidade de conhecer gente muito interessante e discutir, debater de thématiques importantes. Et maintenant, je vous invite à regarder la vidéo de mon discours. Bonjour à toutes et à tous, chers jurés, cher public. Je m'appelle Émile de Lemos et j'ai 18 ans. Je suis scolarisé en classe de terminale au lycée français de Brasilia, au Brésil. Et si j'ai choisi de participer aux ambassadeurs en herbe cette année, c'est pour me saisir de l'occasion que représentait l'ouverture du concours aux candidats de terminale, et aussi pour améliorer mes capacités d'expression à l'oral. Agora eu vou me apresentar em português, o que vai ser muito mais complicado para mim, porque eu só cheguei no Brasil há 2 anos, mas eu me chamo Emile de Lemos e eu tenho 18 anos. Eu estou escolarizado no Liceu Francês de Brasília, no Brasil, em classe de terminal. Eu queria participar nesse projeto de ambassadeur en herbe porque eu queria desenvolver minhas capacidades de expressão oral. Sur ce, je crois que les présentations sont faites, alors place au discours. S'il est vrai qu'un drame pris seul est une catastrophe, répété 1000 fois, il n'est plus qu'une statistique. Alors, chers jurés, pour ne pas vous noyer sous les chiffres, aujourd'hui, j'ai choisi de vous raconter une histoire. Nous sommes en juillet 2012 au Palais Bourbon, à Paris, le siège de l'Assemblée nationale. Dans cette chambre se réunissent régulièrement plus de 500 députés représentants élus du peuple français. Véritables symboles de la République, ce sont eux qui votent les lois et décident de l'avenir de plus de 67 millions de citoyens. Ce jour-là, la jeune ministre du Logement, Cécile Duflot, s'exprime devant l'Assemblée. Prête à prendre la parole, elle s'avance à la tribune et ajuste son micro pour entamer son discours. Toutefois, elle ne le commencera jamais, parce qu'elle est interrompue par des cris et des sifflements montant de la foule des députés. Pourquoi? Parce qu'en plein été, elle avait eu l'audace d'abandonner le tailleur et mettre une robe. Une simple robe bleue, à motif, qui a pourtant suffi à provoquer un tel émoi que le président de l'Assemblée s'est vu contraint de demander le silence. Mais attention, Cécile Duflot n'a pas été vulgairement sifflée comme dans la rue, non. C'est l'Assemblée nationale ici. Suite à l'incident, l'un des nobles élus qui dictent notre futur s'est d'ailleurs exprimé sur le sujet. Nous n'avons pas sifflé, a-t-il dit, mais noté l'élégance soulignée de sa tenue. Il ajoute d'ailleurs avoir trouvé ce geste plutôt sympathique. Alors tout s'explique. Les députés qui ont sifflé la jeune ministre ne sont en fait pas une horde de pervers mal éduqués, mais incarnent au contraire toute la finesse, tout le raffinement de la courtoisie à la française. La jeune ministre en a d'ailleurs été tellement touchée qu'elle a oublié de dire merci. Quel affreux manque de politesse. Cette dernière
n'est d'ailleurs peut-être pas tout à fait innocente. Elle avait peut-être mis cette robe pour ne pas que l'on écoute ce qu'elle avait à dire. La robe à motifs serait-elle donc une habile ruse de politicienne pour détourner l'attention de nos élus et saboter le processus démocratique? À moins que non. À moins qu'une femme puisse s'habiller comme elle le sent, sans crainte des jugements qu'elle aurait à endurer. À moins qu'il soit inacceptable de retrouver ce genre de comportement jusque dans les plus hautes sphères de l'État. Ou peut-être devrais-je dire des États. Parce que l'histoire de Cécile Duflot et sa robe à motifs, ce n'est pas une bête anecdote. C'est l'histoire, celle qui s'écrit avec un grand H. L'histoire des femmes en politique et de leur intégration à un milieu prévu par et pour des hommes. Un milieu où l'on dit Madame le Président, où l'on porte des pantalons, et où l'immense majorité des femmes, qui tant bien que mal ont réussi à se faire une place, avaient un père en politique. Alors les hommes et les femmes en politique, tous égaux, peut-être. Les discours que nous avons entendus et ceux que nous avons encore à entendre sont remplis de mesures qui font lentement, mais sûrement avancer les choses. Mais tous solidaires, le chemin semble encore être très long. Il y a quelques semaines encore, la jeune députée Mathilde Panot a dû endurer en pleine séance de l'Assemblée nationale des insultes à caractère sexiste direct de la part d'un jeune élu d'à peine 28 ans. Toutefois, pour finir sur une note d'espoir, ce comportement a fait l'objet de la plus haute sanction jamais attribuée à un responsable politique français pour injure à caractère sexiste. Ces mesures sont encore rares à l'échelle du monde, mais, lourdes de leur charge symbolique, elles représentent un pas de plus dans la longue marche pour l'égalité. Merci Émile. Merci Émile, je vais te remettre le diplôme. C'est vrai que tu as fait un très beau discours. Hein. Tu as employé le terme élégance qui avait été utilisé un petit peu de façon galvaudée par certaines personnes. Toi, tu avais une véritable élégance dans ta présentation. Donc, c'est un terme important. Je voulais aussi, non pas te rassurer, mais aussi considérer que notre Assemblée nationale, bien sûr, sait tenir compte aussi de ces comment dire, épisodes très regrettables et que, heureusement, pas forcément représentatif d'une très, très grande partie de nos élus, heureusement. Donc, je voulais saluer aussi monsieur le proviseur de Brasilia, puisque j'ai salué les proviseurs d'Alger, comment dire, des autres établissements, de Dubaï et autres. Merci, monsieur le proviseur. Vos enseignants ont fait un travail remarquable dans la participation à la formation d'Émile. Donc, Émile, j'ai vraiment l'honneur de te remettre l'attestation d'excellence oratoire. Très bonne continuation, très bonne carrière. Donc, voilà, je te le remets directement, en direct. Voilà, tu peux le mettre. Merci. Voilà, merci Émile. Alors, nous allons procéder maintenant à la remise des diplômes aux 9 élèves coup de cœur, même si nous n'en avons que 7 parmi nous aujourd'hui. Donc, Émile va aller au studio et se préparer ensuite pour la suite. Hein, il y aura une petite suite, on vous réserve la surprise. Et bien sûr, là, pour cette remise des diplômes, on va aller un petit peu plus vite, c'est-à-dire qu'on ne va pas revoir les vidéos là maintenant, hein, des 9 coups de cœur, mais elles seront en ligne. Donc, on pourra tous les revoir sur le site de l'AEFE. Alors, je vais donner donc le palmarès qui a été attribué, donc les jurys, les coups de cœur du jury international qui talonnent de près, comme l'a dit Madame la Présidente du jury, les élèves lauréats. Donc, coup de cœur à Joachim Schutz au lycée Montaigne, Beth Shabab au Liban, pour son exposé de point de vue. Oui. Il est là. Il est là. Oui, voilà. Ah voilà, c'est ici, lycée Montaigne, que je salue. Je salue l'enseignant, je salue Madame la proviseure. Donc, bonne continuation et tout notre soutien, vous le savez, lycée Montaigne. Merci. Merci. Nos amitiés au Liban. Ouais. Alors, nous allons remettre aussi son diplôme à Nora Drabo du lycée français Jean Mermoz à Dakar, Sénégal, pour sa lecture de texte. Est-ce qu'elle est là, Nora? Nora. Voilà, bravo Nora aussi, donc le diplôme aussi. Salutations au lycée, donc aussi au lycée Mermoz. Félicitations, très bonne continuation et bonjour à vous.
Et maintenant, nous allons saluer Paul Kassis Sissoko de l'École française internationale de Riyad, Arabie Saoudite, pour son exposé de point de vue. Il est là, Paul? Oui, bonjour. Bonjour, Paul. Bonjour. Paul. Bravo à toi. Merci beaucoup. Toutes nos félicitations et bonjour aussi à Riyad, à votre bel établissement. À bientôt. Bonne À continuation. bientôt. Merci beaucoup. Alors, nous allons remettre son diplôme à Astrid Mbiki, le lycée français de Tananarive, Madagascar, pour son exposé de point de vue. Voilà, voilà qui est à côté. C'est bravo, bravo Astrid. Donc, toutes nos félicitations. Je ne sais pas qui est à côté de vous. Le directeur Vous de l'école entendez? actuelle. Ah, très bien. Merci. Merci à vous. Très bonne continuation. Et bravo. Et amitié à Madagascar aussi. D'Espagne, À monsieur pour son l'ambassadeur. exposé de point de Ainsi vue. qu'à toutes les équipes. Très bien. À très bientôt, Madame la proviseure, Voilà. Madame la Bonjour. directrice et les directeurs. À bientôt. À bientôt. Alors, à Tatiana Benilan, le lycée français de Barcelone, Espagne, pour son exposé de point de vue. Très bien. Voilà. Bonjour Tatiana. Est-ce que tu es. C'est en haut de l'écran, c'est ça? Vous êtes accompagnée par Avec Madame Guy Moribo, notre CP au lycée français de Barcelone, qui m'a accompagnée pendant toute l'aventure à Barcelone. Et merci beaucoup à tous. Merci à vous. Transmission aussi à nos salutations à monsieur le proviseur ainsi qu'à toutes vos équipes. Et vous êtes la conseillère principale d'éducation? Oui, tout à fait. Très bien. J'ai omis tout à l'heure de les citer. C'est vrai que la vie scolaire, au sens large du terme, bien sûr, est déterminante. Bravo les CPE. Très bonne continuation et longue vie au lycée de Barcelone. Et une très grande réussite à Tatiana aussi. À bientôt. Merci beaucoup. Et maintenant, au collectif des deux élèves, Maria Ben Younes et Sarah Ben Barek, au lycée international Alexandre Dumas, Alger, pour leur lecture expressive. Ah, très bien, Madame la proviseure, ça vous fait quand même des lauréats dans toutes les catégories. Bravo, Madame la proviseure. Bravo. Absolument, monsieur le directeur. Merci à vous. Merci. Bravo à Sarah et à Maria, bravo à votre lycée. Hein. Donc voilà les deux diplômes aussi. C'est vraiment très, très enthousiasmant, très, très dynamisant. Félicitations. À très bientôt. Merci. À bientôt. Et alors, ils ne sont pas là, mais là, Zaman Hamada, coup de cœur à l'Athénée de Beyrouth au Liban pour son exposé de point de vue. Sa vidéo sera aussi Bien sûr. en ligne. Donc, félicitations à Zaman aussi. Ça me permet de réitérer tout notre soutien à tous les établissements du Liban, évidemment. Le Liban qui traverse une période très difficile en ce moment et qui, peut savoir qu'elle peut compter sur la solidarité de la UFE et de tout le réseau mondial. Donc, bravo, bravo Zaman et bravo à votre chef d'établissement aussi. Et Nima, la dernière, le dernier coup de cœur, Nima Ali Abdallah, à l'école française Henri Matisse, Moroni, Comores, pour sa lecture de texte. Et elle est là, Nima, ou pas? Non. Non, ben, donc transmission aussi, puis aussi à tout l'établissement de Moroni. Bravo. Merci beaucoup. Je crois que nous avons terminé les remises de diplôme, Oui, c'est ça? tout à fait. Nous avons terminé les remises de diplôme. Donc maintenant, nous allons assister. Tu présentes, Isabelle? Oui, bien, sans problème. Donc, effectivement, nous allons maintenant assister aussi à un exercice traditionnel de la finale monde d'ambassadeurs et ambassadrices en herbe, qui est le débat entre les lauréats. Donc, les lauréats que vous avez vus sont au nombre de 5 pour cette année, puisqu'il y a un lauréat par catégorie et, et 2 pour le collectif. Donc, ils vont débattre devant vous maintenant en direct. Ils ont un petit peu eu le sujet en avance, mais guère. C'est voulu, de manière à ce que justement on puisse mettre à l'épreuve leur compétences d'orateur dans un exercice qui s'est voulu spontané et sans préparation excessive. Donc, je crois que déjà, pour nous, ça va apporter une certaine indulgence dans le regard, même si on est certain que cet exercice sera bien mené. Et ce débat donc, a été très cadré. Ils ont 15 minutes, ils le savent, et pas davantage
pour vous présenter justement leurs arguments de la façon qu'ils ont souhaité organiser en toute liberté. Aucun adulte n'était présent lors de cette préparation. On les a rassemblés 1h30 avant l'émission, donc pour vous dire que le temps était vraiment contraint aussi. Et nous leur avons donné donc cette année le sujet non pas sous forme de libellé, comme c'était le cas pour citoyennes et citoyens égaux et solidaires, mais peut-être de façon un petit peu plus déroutante pour eux au départ, sous forme d'un texte, une fable de La Fontaine. Ils ont dû donc se confronter à ce texte pour justement trouver la problématique sur lesquelles discuter ensemble, trouver les arguments, et nous allons voir évidemment comment ils ont pu s'emparer de La Fontaine pour nous présenter un débat en 2021 sur une thématique, vous le verrez, qui ne peut laisser indifférent. Donc, chers lauréats, nous vous écoutons avec la plus grande attention, d'autant plus que, pour le coup, là, nous ne vous avons jamais entendu et que vous ne connaissiez pas avant l'émission. Donc, bon courage à vous et merci de vous être confrontés à l'exercice. Merci à vous de nous donner cette opportunité. On va commencer par une lecture du texte en question et on enchaînera tout de suite après par nos idées. La génisse, la chèvre et la brebis en société avec le lion. Jean de La Fontaine, livre 1, fable 6. La génisse, la chèvre et leur sœur la brebis, avec un fier lion, seigneur du voisinage. Faire société, dit-on, au temps jadis, et mirent en commun le gain et le dommage. Dans les lacs de la chèvre, un cerf se trouva pris. Vers ses associés, aussitôt, elle envoie. Devenu, le lion, par ses ongles compta, et dit « Nous sommes 4 à partager la proie. » Puis en autant de parts, le cerf, il dépaissa, prit pour lui la première en qualité de sire. Elle doit être à moi, dit-il. Et la raison, c'est que je m'appelle Lion. À cela, l'on n'a rien à dire. La seconde, par droit, me doit échoir encore. Ce droit, vous le savez, c'est le droit du plus fort. Comme le plus vaillant, je prétends la troisième. Si quelqu'une de vous touche à la quatrième, je l'étranglerai tout d'abord. Alors, on a précisé le nom de l'auteur au début, mais cette fable, vous aurez sans doute reconnu immédiatement le style de Jean de La Fontaine, qui passe par des comparaisons, des allégories, qui utilisent le monde des animaux pour porter un regard, porter un jugement sur la société des hommes. Ce qui nous amène à penser qu'il critique sa propre société, dans un premier temps, et on peut le voir assez facilement avec une connaissance assez partielle de la société d'Ancien Régime, où les catégories sociales étaient associées à des privilèges qu'on retrouve dans la position supérieure du lion. Toutefois, on peut aller plus loin, à mon avis, que cette réflexion et se poser certaines questions. Par exemple, j'ai une question. Est-ce que la critique, cette critique-là qu'on arrive à voir dans cette fable, est toujours d'actualité aujourd'hui? Oui, bien sûr, elle l'est. Il y a bien sûr la critique du dominant et du dominé, et elle est toujours d'actualité, évidemment. On peut d'abord se baser sur le premier argument du lion pour prendre la première part, c'est que je m'appelle Lion. On peut se poser, c'est une question, le lion est le roi des animaux, il dit que donc, puisqu'il est lion, puisqu'il est roi, la part lui revient de droit. Mais est-ce que notre nature définit notre statut dans la société? Dans les sociétés actuelles, c'est une question qui est légitime, mais qui paraît beaucoup moins importante que dans les sociétés d'Ancien Régime, comme celle dans laquelle vivait Jean de La Fontaine. Toutefois, au lieu de parler de nature, qui renverrait plus à la société d'ordre, je pense que la question de la naissance est toujours clairement d'actualité, dans la mesure où dès la naissance, à travers l'éducation, on se dote d'un capital culturel, voire d'un capital économique, qui nous donne un avantage par rapport aux autres. Oui, c'est là qu'on voit dans le texte qu'il y a des inégalités mâles-femelles dans ce texte. Si quelqu'une, il dit bien quelqu'une de vous, c'est le mâle, il domine, il va tout manger. C'est aussi le roi, il domine, il va tout manger. Bien sûr, on peut voir, c'est la génisse, la chèvre, la brebis, avec le lion.
On pourrait penser que le lion, puisque c'est un mâle, a des privilèges et donc il peut manger toute la part, même si c'est le lait de la chèvre. Il y a aussi le droit par héritage. Le droit, une personne qui naît riche aura bien plus de privilèges qu'une personne qui va naître pauvre. C'est différent. Une personne qui va naître dans une famille riche aura certains privilèges que justement une famille pauvre ne pourrait pas avoir, qu'un enfant né dans une famille pauvre ne pourrait pas avoir. Et puis nous avons aussi un deuxième argument du lion qui est celui du droit du plus fort, c'est-à-dire qu'il fait imposer sa loi qui est celle du droit du plus fort, c'est-à-dire que c'est lui qui est au sommet du stade, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui dirige, c'est lui qui prend en l'occurrence toute la part de nourriture. Mais cette loi, est-ce qu'elle sert uniquement à asseoir la domination du lion? Si on fait un parallèle avec nos sociétés actuelles, la critique des inégalités de nature, comme les inégalités hommes-femmes, elle est toujours très actuelle. Mais est-ce que la loi, dans une société démocratique, elle ne pourrait pas servir plutôt que d'instrument de légitimation d'une domination, comme un instrument de la protection du faible face au fort? Est-ce que la loi, ce n'est pas un préalable à l'égalité et à la solidarité? Et bien sûr, si le dominant l'utilise pour protéger les dominés en instaurant des lois, bien sûr, ça le protège. Après, si le dominant instaure ses lois pour lui, pour lui personnellement, après, non, ça ne va pas. En l'occurrence, là, on voit bien que dans le texte, la loi qui a été mise en place par le lion, elle est faite seulement pour favoriser le dominant, pas du tout. Exactement. Et aujourd'hui, les lois, elles sont là pour être appliquées partout de la même manière pour tout le monde. Que tu sois riche ou pauvre, la loi s'applique pour tout le monde, dans tous les cas. Parce qu'on est égaux. Voilà, exactement. Il faut aussi prendre en compte le fait que depuis l'époque de Jean de La Fontaine, les lois ont évolué. Et s'il y a des exceptions dans certains cas, dans certaines sociétés, où la loi est utilisée pour renforcer le pouvoir, on peut dire qu'aujourd'hui, les lois sont beaucoup plus faites pour se montrer impartiales et assurer une meilleure égalité entre les citoyens du pays. Parallèle avec la situation actuelle, nous avons des représentants du peuple qui ont été élus par le peuple, en l'occurrence des députés et des sénateurs, qui ont donc la responsabilité de représenter leur peuple en votant des lois. Exactement, dans la mesure où je pense qu'on peut avoir confiance en la représentation, on n'est plus dans un paradigme où la loi est systématiquement faite par les dominants, excusez-moi, mais où la délégation et la représentation politique permet d'avoir des lois qui ne sont pas de la même origine et qui permettent à la loi de perdre cette dimension de légitimation de la domination. Toutefois, il y a d'autres types d'inégalités qui sont dénoncés par La Fontaine à travers les arguments du lion, qui peuvent toujours être plutôt d'actualité. Si je prends l'exemple du troisième argument, comme le plus vaillant, je prends la troisième. Ici, le lion fait clairement appel à une sorte de mérite. Il n'a pas. Est-ce que la discrimination au mérite existe toujours aujourd'hui? Oui, bien sûr. Là, le lion utilise comme argument qu'il est le plus vaillant. Mais est-ce qu'il nous l'a démontré qu'il est le plus vaillant? Est-ce qu'il nous l'a montré? Il n'a pas le mérite de cet adjectif. Il n'est pas vaillant. C'est de la chèvre qui a été attrapé le cerf dans la fable. C'est ça, c'est le piège de la chèvre. Il n'a aucun mérite sur cette chasse. Il ne devrait donc par conséquent pas la manger, mais la répartir en parts égales, ce qu'il ne fait pas, car il a tous les droits. Dans nos sociétés actuelles, est-ce que ceux à qui on attribue généralement le plus de mérite sont ceux qui en ont? Non. Non, je ne trouve pas. Dans certains cas, on pourrait même dire que c'est dans les cas, un directeur travaille peut-être beaucoup devant un directeur de compagnie, peut-être travailler 10 heures par jour devant son ordinateur, et ce sera un effort moins physique qu'un mécanicien qui travaille 14
j'exagère, mais 14 heures par jour en train de construire ou d'innover des bâtiments, ce n'est pas toujours celui qui a le plus travaillé qui gagne le plus. Oui, je rejoins Ambline là-dessus. On paye plus un footballeur qui court derrière un ballon qu'un médecin qui sauve des vies. Donc, pour répondre à ta question, non. C'est des débats qui existent. La question, elle mérite d'être soulevée. Malheureusement, on ne pourra pas y répondre en 15 minutes. Par contre, il y a toujours un point de la critique de La Fontaine sur lequel on ne s'est pas penché. C'est celui du 4e argument du lion, qui, à mon sens, est extrêmement important, parce que c'est celui de la violence. Il soulève la question de la force. Quand le lion dit « si quelqu'une de vous touche à la 4e, je l'étranglerai tout d'abord », il remet en question toutes les discriminations qui ont été exposées précédemment par l'exercice de la force comme argument suprême qui clôt le débat. Est-ce que vous pensez que ça a un écho dans nos sociétés actuelles? Quelle pourrait être la place qu'on laisserait à la violence? Oui, il existe parfois dans un certain nombre de pays la peine de mort en quelque sorte, mais dans ce cas-là, c'est beaucoup plus sévère et strict. C'est en question une part de nourriture qui est en question et qui est en jeu et qui veut que le lion veut prendre à lui tout seul sans vouloir partager. Donc lui est très strict. C'est comme le roi en monarchie qui pourrait décider de tout en un cachet, en voulant exécuter quelqu'un en un cachet dans une monarchie. C'est ça, c'est un régime très strict, sauf que c'est dans un régime en quelque sorte animal. Si on veut aller encore plus loin que la dénonciation des régimes qui sont ouvertement brutaux et qui ne s'en cachent pas, La Fontaine, à mon sens, il fait aussi un lien entre la construction étatique et l'usage de la violence, dans la mesure où, par l'expression « fière société » qu'il utilise au début de la fable, il induit que ce genre de questionnement sur lesquels on vient de passer 10 minutes sont inhérents à la création d'une société, et peut-être que finalement, la violence qui permet au lion de légitimer sa loi, parce qu'au final, à aucun moment, il cherche à convaincre, puisqu'il sait qu'il aura le dernier mot par la force. Est-ce que vous pensez que ça peut être une composante de l'association des individus en société? Moi, ça m'a pas choqué en lisant ce thèse, mais ça m'a fait bizarre. Fière société, dans une société, il y a des citoyens. Les citoyens ont des droits et des devoirs. Là, on peut croire que les citoyens sont la génisse, la chèvre et la brebis. Ils n'ont aucun droit, juste le devoir de chasser pour le bon plaisir de monsieur le lion. Et le lion, il a les droits. Il se place bien sûr au-dessus de la génisse, la chèvre et la brebis. Je ne suis pas d'accord avec le terme de société qui est utilisé dans ce texte. C'est drôle parce que ils se disent en société, mais ce qu'on appelle être en société, c'est être tous égaux, on s'aide les uns les autres, on est solidaires, fraternels. Là, c'est drôle parce que, mis à part le lion qui vole entre guillemets, toutes les parts de la société, la société n'est plus là, n'existe plus. Donc, à votre sens, on ne peut pas faire société s'il n'y a pas égalité? À mon sens, oui. Oui aussi. Les citoyens se doivent d'être égaux et solidaires. Exactement. On arrive doucement, on arrive au bout de notre temps imparti. Peut-être qu'après avoir constaté à quel point la critique de La Fontaine peut toujours être transposée dans nos sociétés actuelles, même s'il y a une question de mesure à prendre en compte, on n'aurait pas un message à faire passer pour clore ce débat? Si, au vu de ce débat, nous avons vu qu'on vit dans des sociétés qui ne sont pas toujours égales, pas toujours équitables pour chacun d'entre nous. Et pour en revenir à la fable, la génisse, la chèvre et la brebis ne se sont pas fait entendre. Elles se sont soumises docilement au lion. Elles ne se sont pas montrées solidaires entre elles. Elles ne se sont pas liguées contre le lion pour affermir pour faire valoir leurs droits.
Et justement, c'est pour ça que c'est un devoir de citoyen de voter en France. C'est pour ça que des gens se battent pour que nos générations futures puissent vivre dans un monde plus égal, plus solidaire, plus juste. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous s'est engagé dans les ambassadeurs en herbe pour nous faire entendre, pour faire bouger les choses, pour qu'on puisse faire un monde il ne sera jamais parfait, notre monde, mais faire un monde qui soit meilleur pour les générations futures. Et voilà, on va clore sur cette incitation à l'engagement et vous redonner la parole. Merci beaucoup de nous avoir laissé nous exprimer ici. Merci. Merci Émile, merci beaucoup Émile, merci Ombline. Je pense que la dernière phrase d'Ombline en fait est assez emblématique. Elle a la sagesse déjà à son âge de dire que la perfection n'est peut-être pas de ce monde, mais le but de la perfection n'a peut-être pas beaucoup de sens, mais le chemin qui mène vers la perfection, lui, il existe. Donc c'est ce chemin qu'il faut prendre, même s'il est long. Bravo pour vos remarques. Hein. Donc n'oubliez pas qu'aussi tout au long de sa vie, il faut apprendre à penser parfois contre soi-même aussi. Donc c'est ça, garder ce sens critique tout le temps. Et vous en avez fait la démonstration. Vous avez l'illustration aussi de ce que peuvent apporter les établissements, notamment l'école. Parce que c'est vrai que dans la lutte contre les inégalités, il y a la loi démocratiquement élue qui est faite pour protéger les faibles, à condition que bien sûr elle soit prise dans un système démocratique, mais il y a aussi l'école. Donc encore un grand merci à vos enseignants, à l'école, qui est vraiment certainement le principal outil, la principale arme pour essayer d'aller vers le chemin, l'objectif que nous nous sommes tous fixés. Même si, encore une fois, Ombline, tu l'as bien dit, la perfection n'est pas de ce monde et très relative. Donc encore bravo à vous, très bien. Merci pour ce débat, merci Émile de l'avoir piloté un petit peu. Puis vraiment, on est assez admiratif comme d'habitude. Hein. Je disais en introduction que chaque fois qu'on rencontre des élèves dans les établissements, nous, les adultes, les anciens, on était chaque fois scotchés, excusez-moi d'employer cette expression un peu triviale, mais vous en êtes encore la démonstration, toutes et tous. Vraiment, c'est très, très enthousiasmant. C'est pour ça, encore une fois, rester sur sur ce mode de fonctionnement et éviter ce qui vous détournera de cet état d'esprit. Madame la Présidente, peut-être le dernier mot revient à notre présidente, Madame l'inspectrice d'académie, remercier les collègues aussi, Nathalie, Marie aussi, hein, donc de la DEOF pour toute cette organisation. Encore un grand merci à tous ceux qui ont encadré ce dispositif et puis bravo à vous, vous avez été remarquables. Moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter sur ce qu'a dit monsieur le directeur. Bravo à vous, parce que ce que vous avez fait l'année dernière et ce que vous venez de faire là aujourd'hui devant nous, écoutez, ça montre que vous avez de la suite dans les idées, que vous savez effectivement prendre la parole à bon escient et avec talent. Et donc, pour cela, on vous en remercie et on vous dit à très vite en établissement. Ouais, parce que c'est là qu'on prend toujours plaisir à vous retrouver. Et soyez dans vos établissements les ambassadeurs et les ambassadrices justement de cet événement auquel vous avez pris plaisir à participer. Nous, on a pris beaucoup de plaisir encore, on vous le redit très sincèrement, à vous regarder, à vous écouter. Et donc, merci encore. C'est la seule chose sur laquelle je voudrais conclure l'émission. Rendez-vous pour l'édition 2022. Voilà. Bonjour aux ambassadeurs, ambassadrices en herbe. Bienvenue à bord de Tara. Donc Tara, c'est le navire, le fier navire de la Fondation Tara Océan, partenaire de l'EFE. Je m'appelle Samuel Audrin, je suis capitaine du bateau. Avec toute une équipe de marins, on accueille des scientifiques. On va rester 2 ans dans l'Atlantique pour la mission Tara Microbiome. Donc Tara Microbiome, c'est un travail sur toute la vie planctonique de l'océan et l'interaction du plancton avec son milieu. J'ai été missionné pour vous féliciter pour les mots que vous avez su poser pour citoyens et citoyennes égaux et solidaires. Et à moi de vous présenter la nouvelle thématique. Elle est tout autour de nous, mer et océan, quels enjeux pour la planète. Donc on compte sur vous pour trouver les mots, pour trouver les arguments, pour débattre, pour présenter, pour protéger cet univers essentiel à la vie sur Terre. Au plaisir!